que nous animons chaque semaine, nous avons souhaité avec Roselyne Bachelot parler de culture. Et je voudrais remercier les différentes personnalités qui nous ont rejoints et tout au long de cet après-midi qui vont venir apporter leur part de réflexion et de débat sur un sujet qui est d'autant plus important que pendant très longtemps on a considéré que les seuls qui avaient le droit d'en parler devaient d'abord montrer qu'ils étaient de gauche. Et je crois que ces dernières années on a fait quand même la démonstration que c'est un domaine dans lequel, bien loin des préjugés idéologiques, on doit être capable de porter un message culturel qui soit à la fois courageux, qui soit universel et qui montre en réalité, derrière les a priori qui peuvent exister, une exigence, c'est qu'on fait ça aussi pour une réflexion à travers la cohésion de la nation. Et je voudrais vraiment insister là-dessus parce que, à mes yeux, il y a 4 grands enjeux dont on ne parle pas suffisamment et qui ont trait à la culture. Le premier de ces enjeux, c'est la cohésion de notre société. Il n'y a pas de cohésion si la dimension culturelle n'est pas l'un des éléments pour rassembler celles et ceux qui ont la volonté de vivre ensemble. Il y a deuxièmement la question de l'éducation de nos enfants et surtout de l'esprit d'ouverture. Je crois beaucoup à cette idée de l'ouverture. Et d'ailleurs, il nous arrive bien souvent dans nos réunions d'évoquer ce terme d'ouverture d'esprit. Le troisième élément, dans un autre registre, c'est l'image de la France dans le monde. Et le quatrième, c'est tout ce qui touche au lien entre la culture et la dimension économique de notre pays. Alors je voudrais vous proposer à cette occasion quelques pistes de réflexion, mais avant cela vous rappeler tout ce sur quoi nous travaillons, et nous avons travaillé depuis le début du quinquennat du président de la République. D'abord, en ce qui concerne la démocratisation, il y a eu un certain nombre d'avancées. Je salue Christine Albanel qui nous a rejoints dans le domaine de la gratuité des musées nationaux pour les moins de 26 ans, la décentralisation des musées, je pense à Pompidou à Metz, Louvre à Lens, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille pour 2013, ou le plan Lecture pour tous. Je pense à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine qui a été intégré dans le grand emprunt, le soutien à la création avec la modernisation du marché de l'art, le soutien au spectacle vivant, la création de nouveaux équipements, le développement de nouvelles offres légales de téléchargement et puis la lutte contre le téléchargement illégal avec pour la première fois pour un gouvernement la prise de conscience avec l'opinion publique de cette question majeure qui est celle du droit de propriété artistique et de protection des créateurs. La loi Hadopi, je vois Pascal Nègre, qui sait combien sur ces sujets nous avons fait de choses. La loi Hadopi, malgré ses imperfections, est la première loi qui a invité chaque Française et chaque Français à réfléchir sur la question de la propriété intellectuelle et artistique. J'ajoute à tout cela quelque chose qui est peu cité et qui pourtant nous renvoie à des réflexions d'aménagement du territoire, c'est le fait d'avoir intégré dans le Grand Paris, projet extrêmement innovant, une dimension culturelle qui n'avait jamais été évoquée auparavant. Alors ayant dit tout cela, quelques mots pour lancer notre réunion en évoquant devant vous 4 axes majeurs sur lesquels, avec Roselyne et toute l'équipe qui l'entoure et le groupe de travail, nous avons souhaité avancer. Premier axe, l'idée de faire venir à la culture de nouveaux publics. Et en particulier, cette question qui depuis bien longtemps n'est plus abordée en ces termes et qui à mes yeux est essentielle, qui est la question de la culture à l'école. Comment faire en sorte que tous les enfants d'une classe d'âge puissent avoir une authentique pratique artistique. Chacun sait que le goût de la culture s'acquiert au plus jeune âge. Chacun sait, et je peux en témoigner en tant que maire, que beaucoup de talents, beaucoup d'éléments d'épanouissement se détectent pour des jeunes, de plus en plus jeunes, qui à travers des pratiques artistiques montrent une personnalité qu'ils n'auraient peut-être pas pu déployer en d'autres circonstances. Et si j'évoque cette question, c'est parce que la refonte des rythmes scolaires, la possibilité, grâce au concours des collectivités locales, de donner une dimension à l'enseignement culturel est un élément fantastique de développement. Et ce que je souhaite, c'est que ce soit aussi l'occasion
de faire entrer les conservatoires, les écoles d'art plastique, les cours de théâtre à l'école et aussi de détecter ceux qui seront les grands talents de demain. Car il ne faut pas oublier qu'il y a derrière tout cela cette question formidable qui est d'imaginer que l'on soit capable, dès l'école, d'avoir une politique culturelle pour tous les enfants d'une même classe d'âge et en même temps une politique qui détecte l'excellence. L'autre élément, c'est bien sûr de rapprocher la culture de tous les Français en accentuant la politique de près des grands musées nationaux, en ouvrant des antennes en province des grands musées nationaux et bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, le Grand Paris qui, sur ce sujet, est un élément très important de contribution. Deuxième élément, après la question de la démocratisation culturelle, même si le mot est toujours un peu ambivalent dans le cas d'espèce, deuxième piste, il faut trouver des nouvelles sources de financement. Je le dis comme je le pense, nous sommes entrés dans une période où on va, dans tous les grands registres de l'action publique, poser la question de l'État impécunieux, de la nécessité de faire un certain nombre d'économies. Donc, au lieu de tourner en rond et d'essayer désespérément de mettre 1,5 litre d'eau dans une bouteille d'1 litre, d'y mettre de l'idéologie au milieu pour être bien sûr qu'il y ait les gentils et les méchants, surtout dans ce monde culturel français où on a une telle grande aptitude à déterminer par avance qui sont les gentils et qui sont les méchants, je propose qu'on ait une réflexion beaucoup plus ouverte et décomplexée sur la question des sources de financement et notamment le développement du mécénat pour les PME. Aujourd'hui, le mécénat est permis dans des conditions assez limitées. Je crois que le moment est venu de voir si dans des entreprises de taille intermédiaire, on peut là aussi faciliter le mécénat pour des formes de création, que ce soit au niveau national ou au niveau local ou régional. J'y ajoute l'idée que l'on puisse accompagner les industries culturelles avec, par exemple, et c'est une proposition du groupe de travail que je trouve vraiment très intéressante, la création d'un centre national de la musique, à l'image de ce qui s'est fait avec le CNC pour le cinéma, qui a été une remarquable réussite. Je trouve qu'il y a là une piste de travail pour la musique qui est très intéressante. Enfin, quatrième piste, réfléchir à des partenariats européens. De toute façon, on le sait bien les uns et les autres, le monde commande que l'on réfléchisse par grandes régions mondiales. L'Europe est un ensemble de 450 millions d'habitants. Je suis frappé de voir que l'arrivée des anciens pays de l'Est n'ont pas conduit, alors que nous l'avons fait dans le domaine commercial, dans le domaine industriel, dans le domaine des services, dans le domaine des capitaux, que l'on n'ait pas suffisamment réfléchi à des partenariats culturels entre l'ensemble de l'Europe des 27, au-delà des partenariats traditionnels. Donc je trouve qu'on a là vraiment des pistes extrêmement intéressantes. Je terminerai par le point suivant. À l'aube de la campagne présidentielle, nous voyons revenir les démons traditionnels. Les grands formats idéologiques se remettent bien en place, à l'ancienne, bien caricaturaux, pour être sûr de ne laisser la place à rien d'innovant. On va revenir, comme dans l'ancien temps, à ce bon vieux débat, mettons le maximum de budget public, promettons le maximum. Vous comprenez que j'ai en tête les promesses de Martine Aubry, qui a expliqué qu'elle passerait à 3%, je crois que c'est 3% du PIB pour le... Combien, je ne sais plus combien. Voilà, 30 à 50% d'augmentation pour le budget de la culture. Je cherchais quel était le marqueur qu'elle avait tiré au sort, c'était celui-là. Un mot là-dessus. Nous ne pouvons plus continuer à faire croire à nos compatriotes que les grandes politiques pour le pays, c'est uniquement comme marqueur des augmentations de budget. C'est de la poudre aux yeux. Il faut être créatif, il faut être courageux, il faut être positif et il faut évidemment trouver des nouvelles formules. Et je crois qu'il est essentiel, à l'occasion de cette campagne présidentielle, de poser les questions en ces termes. C'est tout l'intérêt de cette convention et je voudrais vraiment remercier Roselyne Bachelot et toute l'équipe qui a travaillé sur cette convention passionnante. Il nous faut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et c'est l'objet de ce que nous allons faire dès maintenant. Merci beaucoup. Cher Jean-François, merci de cette introduction. Mesdames, Messieurs, chers amis, comme le rappelle très justement la brochure Pacte républicain, la culture au cœur de la cohésion nationale que vous avez entre les mains,
La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité, écrit Gao Xingjiang dans La montagne de l'âme. Nécessité pour réfléchir, nécessité pour s'épanouir, nécessité pour vivre, tout simplement. Car ne nous y trompons pas, c'est la culture qui fait l'être humain. Nous devons lui consacrer une véritable politique, une politique ambitieuse, innovante. Réfléchir à la politique culturelle de demain, c'est la mission que tu m'as confiée, Jean-François. Merci. C'est une mission difficile, mais c'est une mission passionnante. Elle nous invite à faire preuve d'ambition, de créativité. Et pour cela, j'ai réuni autour de moi un groupe de réflexion sur le sujet, composé de personnalités éminentes. À tous et à toutes, je veux dire ma gratitude pour le travail mené. Michel Tabarot, Franck Riester, Michel Herbillon, Sébastien Chenu, Jacques Legendre, j'en oublie évidemment, tous et toutes, soyez remerciés. Parce que la culture mérite évidemment mieux qu'une approche partisane, j'ai également tenu à rencontrer en tête-à-tête des acteurs très divers qui font le dynamisme et la richesse de notre culture. Je pense avec émotion à certains de ces longs entretiens avec Alain Seban, Hugues Gall, Xavier Darcos, Christophe Tardieu, Jean-Jacques Ayagon, j'en oublie beaucoup, qu'ils me pardonnent, mais également des contacts que j'ai tenu à avoir dans toute l'Europe durant cette année 2011, à Madrid, à Londres, à Vienne, à Berlin, à Rome, à New York. Et je n'oublie pas non plus mes équipes et les tiennes, Jean-François, qui, elles aussi, ont pris toute leur part à cette réflexion collective au service de notre projet 2012. Il résulte de ces échanges féconds un bilan particulièrement intéressant et je vais y revenir dans quelques instants. Mais évidemment, en matière de culture, nous ne partons pas de rien. Au contraire, le quinquennat de Nicolas Sarkozy a permis des réalisations tout à fait remarquables dans le domaine culturel. Nous avons eu deux grands ministres de la culture, Christine Albanel d'abord, que je salue avec affection, et Frédéric Mitterrand. Et Frédéric Mitterrand qui nous rejoindra dans quelques instants. Mais je n'oublie pas leurs prédécesseurs, Renaud Dondieu-de-Vabre, Jean-Jacques Ayagon et surtout pas Jacques Toubon, qui lui aussi nous rejoindra tout à l'heure et dont l'action a été déterminante. À ces personnalités d'envergure, je rends un hommage appuyé. Si je m'en tiens au quinquennat actuel, je veux dire que depuis 5 ans, nous avons fait beaucoup. Sans entrer dans les détails de notre action, qui ressemblerait à un inventaire hors de propos, je veux, à la suite de Jean-François, brosser les grandes lignes saillantes. Un effort sans précédent en faveur d'une démocratisation culturelle grâce à des mesures concrètes qui ont élargi l'accès à la culture. Une priorité budgétaire et une politique culturelle affirmée pour préserver, enrichir, entretenir notre patrimoine et notre cadre de vie. Un soutien renouvelé au dynamisme de la création, la promotion du numérique, de l'audiovisuel, des industries culturelles pour développer de nouvelles offres légales, rapprocher ainsi la culture de nos concitoyens. La réforme de l'audiovisuel public, un vrai succès. Enfin, malgré un contexte économique contraint, l'importance accordée à la culture, à la communication, considérée comme des priorités et des investissements pour l'avenir et ce qui s'est traduit par des moyens consolidés. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un bon bilan qu'il faut s'exonérer d'une nouvelle réflexion pour l'avenir et je voudrais en dresser quelques pistes. Je ne commencerai pas en déclinant des propositions concrètes, je les réserve pour la suite de mon propos. Avant cela, je crois que ce qui doit d'abord nous occuper, c'est une réflexion structurelle sur la place du ministère de la Culture dans notre organisation gouvernementale. Alors, Jean-François, tu me pardonneras, je me suis un peu lâché, je vais tenir des propos qui mériteront peut-être le débat. Cela n'a rien d'évident, car c'est une véritable spécificité française que le ministère de la Culture, et il fait pleinement partie de notre patrimoine, toujours associé dans l'imaginaire collectif à la grande figure d'André Malraux. Pourtant, chez celles et ceux qui militent pour que la politique culturelle infuse l'ensemble, peut-être l'enfance d'ailleurs aussi, de nos politiques publiques, il peut être ressenti comme un ghetto, voire même parfois comme un alibi. Naturellement, il n'en est rien et aujourd'hui, plus que jamais, ce ministère doit exister.
Nous devons donc réfléchir à la forme qu'il pourrait prendre demain et à son articulation avec les autres ministères. Pour ma part, je plaide pour une organisation gouvernementale renouvelée qui se traduirait par un Conseil des ministres à 10. Je m'explique. Outre les 4 ministères régaliens, intérieur, justice, défense, affaires étrangères, et les 3 ministères chargés de fonctions support, budget, affaires européennes et fonctions publiques, ce gouvernement resserré posséderait 3 grands ministères qui constitueraient 3 grands pôles, un pôle dédié au développement durable, incluant les ministères actuels de l'industrie, agriculture, énergie, commerce, un pôle chargé du domaine social, dont on comprend bien ce qu'il recouvrerait, un pôle enfin qui aurait la responsabilité immense de la beauté, du savoir. Il regrouperait ainsi les ministères de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette organisation par pôle me tient particulièrement à cœur, car je crois qu'elle est la plus pertinente pour bâtir le monde de demain. Alors, quelle politique mener à l'intérieur de ce grand ministère de la beauté et du savoir? D'abord, une politique qui repose sur 2 principes auxquels nous sommes très attachés. Un principe de liberté. L'exercice n'a de sens que si celles et ceux qui s'y livrent acceptent de remettre en cause, dans une certaine mesure, le modèle hérité des décennies précédentes, d'autant que nombre d'acteurs ont souligné qu'il était à bout de souffle, ce modèle. Liberté, mais aussi responsabilité. Les propositions que nous formulons, nombreuses et diverses, ont en commun de tenir compte du contexte économique et budgétaire qui est celui de notre pays en 2011. On ne trouvera pas, oui Jean-François, tu y tiens, on ne trouvera pas ici de promesses inconsidérées d'augmentation de moyens. La maquette de Madame Aubry, c'est 1,350 milliard de plus. Où est-ce qu'on les trouve? Les nouveautés proposées sont dans la plupart des cas financées par un redéploiement des moyens existants. Celles et ceux qui s'autorisent ce genre de fantaisie ont une attitude démagogique et irresponsable. Ce n'est pas la fierté du gouvernement auquel j'appartiens. 2 principes donc qui se déclineront à travers 2 exigences. Première exigence, donner l'envie, le désir de culture. Pour cela, nous devons la démocratiser pour que chacun de nos concitoyens puisse y avoir accès. Ça débute dès le plus jeune âge. Il faut donc remettre la culture à l'école comme élément structurant des projets pédagogiques et éducatifs. Cet objectif pourrait se décliner à travers plusieurs grandes mesures. Quelques exemples significatifs. Proposer à chaque classe d'âge, parallèlement aux enseignements obligatoires, une pratique artistique effective, en dehors du temps scolaire, à l'école ou dans un équipement culturel de proximité. Intégrer dans les programmes de l'école primaire une sortie par niveau dans un équipement culturel gratuite. Mettre à la charge de l'ensemble des établissements culturels soutenus par l'État des obligations de résultats en matière de public scolaire, de façon à ce que ces institutions prennent les devants et soient proactives à l'égard du ministère de l'Éducation nationale. Inviter l'ensemble des institutions du spectacle vivant à proposer au public scolaire des places gratuites pour assister aux répétitions générales de leurs spectacles. Dans cette perspective, les pouvoirs publics pourraient mettre en place un site internet dédié, facilitant la mutualisation et la délivrance de ces places au général. L'envie de culture donc, mais aussi les moyens. Tu en parlais là encore, Jean-François, c'est la 2e exigence. Oui, des financements innovants. Nous en avons besoin pour valoriser notre patrimoine, faire venir à la culture des publics qui en sont éloignés. Plusieurs mesures. J'en propose quelques-unes, je ne suis pas exhaustive. Étendre des politiques qui d'ailleurs existent dans nombre de régions, la mienne en particulier, les Pays de la Loire, ce passe culture destiné aux familles et aux jeunes. Nous pourrions en généraliser l'usage en le ciblant sur certains publics, les jeunes, les familles, les personnes disposant de faibles revenus, et d'en réinventer les modes de financement. Favoriser le mécénat de proximité en adaptant les seuils de réduction de l'impôt sur les sociétés dans le cadre du mécénat au chiffre d'affaires des PME. Favoriser le mécénat de proximité dans le domaine de la création en dotant ce secteur d'une structure homologue à la Fondation du patrimoine. Affecter chaque année à la restauration de notre patrimoine 5% des sommes résultant des cessions d'actifs immobiliers de l'État, ainsi que sur le modèle britannique, une fraction du produit annuel de la loterie nationale. Inciter la Française des Jeux à mettre en place un tirage annuel à l'occasion des Journées du patrimoine. Cette somme viendrait doter la Fondation du patrimoine ou un jeu spécifiquement dédié au patrimoine dont les recettes seraient affectées à cette même fondation. Vous l'avez compris, ce sont
quelques-unes des propositions innovantes, pragmatiques, réalistes que nous avons privilégiées pour bâtir une politique culturelle digne de notre patrimoine et de notre histoire. Dans une époque trop souvent charmée par les sirènes du consumérisme, nous avons plus que jamais envie, je l'ai dit, mais aussi besoin de culture pour éclairer, comme le disait Milan Kundera, la complexité des choses. C'est pourquoi je vous souhaite donc à tous et à toutes des débats féconds, sans a priori, sans arrière-pensée. Soyons créatifs et innovants, n'hésitons pas à secouer certaines vaches sacrées, elles n'attendent que ça d'ailleurs. La culture appartient à tous, elle appartient à celles et à ceux qui en ont une vision ambitieuse. Emparons-nous de ce sujet, mais je sais que pour nombre d'entre vous, c'est déjà fait. Merci. Merci beaucoup, Roselyne Bachelot. Mesdames et messieurs. Voilà, vous venez d'entendre deux discours, celui de Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, et celui de Roselyne Bachelot, au sujet de la culture, de cette convention, la culture au cœur de la cohésion nationale. Jean-François Copé a beaucoup insisté sur les moyens alloués à la culture. Il faudra faire attention aux dépenses, évidemment, sans oublier, évidemment, de garder la culture comme objectif prioritaire. Il s'en est pris, bien entendu, au projet du Parti socialiste et notamment à la proposition de Martine Aubry pendant l'été qui a fait scandale d'allouer de 30 à 50% de plus des crédits alloués à la culture. Voilà, Jean-François Copé qui s'en est pris à Martine Aubry. Nous allons tout de suite rejoindre la table ronde qui a lieu en ce moment pour le soutien et le dynamisme à la création en France. C'est Christine Albanel, l'ancienne ministre de la Culture, qui a pris la parole. Je vous propose de l'écouter. Faire vivre certains principes aussi. Et on parlait tout à l'heure évidemment d'Adopi, qui a mobilisé ici beaucoup autour de cette table et beaucoup d'amis qui ont été vraiment en première ligne. Et bien sûr le président du groupe UMP tout d'abord. Adopi, c'est quand même une loi qui a eu le grand mérite de faire exister de façon internationale le sujet des droits d'auteur, qui a permis le développement des sites légaux. Et aujourd'hui, par exemple au mois d'août, on s'aperçoit que les revenus tirés de la musique en ligne l'emportent sur la perte au fond de la musique, des revenus liés à la musique physique, à la vente des DVD. Ça veut dire qu'on est en train d'inverser quelque chose. Ça veut dire que les gens piratent moins et on a mis en tout cas le droit des auteurs au cœur du débat. Alors bien sûr, ce n'est jamais la panacée, on a bien dit qu'il fallait adapter, mais je pense que ça a été quand même un grand pas. Je propose de faire une réclamation prochainement sur le financement de la climatisation dans les lieux culturels. Je le propose après une pétition qu'on fera signer à toute la salle à la sortie quand on sera en maillot de bain. Sébastien Chenu, un petit mot. Vous êtes secrétaire national en charge de l'exception culturelle. Sébastien Chenu, un petit mot. Comment est-ce que l'on fait pour continuer dans le débat? Comment fait-on pour faire émerger des jeunes artistes, les financer, miser sur les bons artistes? Racontez-nous un peu ce sur quoi vous réfléchissez-vous dans votre parti politique. D'abord, on s'appuie sur une analyse qui ne soit pas complètement fausse. Oui. Je voudrais juste rappeler, j'en profite Nicolas, l'analyse complètement fausse qu'a fait le Parti socialiste et donc les propositions complètement à côté de la plaque qu'ils ont faites également en matière culturelle et qu'on n'a pas suffisamment souligné. Ils parlent d'un paysage culturel en déshérence en France. Moi, j'ai le sentiment, en tant qu'élu local, et je crois qu'on est un certain nombre d'élus ici, à ne pas percevoir un paysage culturel particulièrement en déshérence dans notre pays, mais plutôt un paysage culturel particulièrement dynamique. Alors comment on fait émerger justement tous ces talents? Comment on fait émerger toute cette offre culturelle? À mon avis, on a 3 pistes de réflexion sur lesquelles il faut faire porter nos efforts. D'abord, c'est poursuivre la structuration et la professionnalisation de l'emploi culturel. Ce sont des emplois, on le sait, qui ont souvent des contraintes différentes d'autres emplois dans d'autres secteurs. Et faire porter nos efforts sur la structuration de l'emploi, c'est la première piste sur laquelle, à mon avis, nous devons axer notre travail. La deuxième, c'est libérer les énergies et fédérer les filières. Fédérer les filières, on a déjà commencé à le faire en matière de cinéma. Iris Knobloch nous en dira certainement quelques mots. Mais on peut le faire également dans le monde de la musique. Pascal Nègre, qui est là, pourrait en témoigner. D'où l'idée qu'on a eue de ce Centre national de la musique qu'on pourrait créer et qui permettrait de fédérer les filières, leurs attentes, leurs offres, leurs demandes et les réponses que les pouvoirs publics pourraient y apporter. Libérer les énergies, c'est également ne pas avoir peur d'ouvrir un certain nombre de débats qui aujourd'hui sont constitutifs du monde culturel. Celui sur le mécénat, je laisserai Michel Herbillon en dire un mot, celui sur la place, sur le statut de l'artiste, et également celui sur le spectacle vivant à travers, là aussi on porte cette proposition, la création peut-être d'un CNC du spectacle vivant. Et puis la troisième piste... Et je vous laisse terminer là-dessus, oui. Voilà, c'est labelliser l'offre associative, c'est-à-dire la proximité, comme l'a décrit Roselyne Bachelot.
Pascal Nègre, vous ne manquerez pas à la question évidemment tout à l'heure puisque tout le monde vous cite et au bout de la 12e citation, je vous laisserai la parole tout à l'heure pour réagir là-dessus. Je voudrais qu'on laisse la parole ici à Ladislas Chola. Vous êtes avec nous et merci d'être sur cette scène. Vous êtes metteur en scène. Avant de parler de votre expérience perso, un petit mot peut-être sur ce que l'on doit savoir, sur le spectacle vivant, la démarche des programmateurs, en fait, des directeurs de théâtre. Comment font-ils? Comment soutiennent-ils aussi les jeunes compagnies? Est-ce qu'en France, vous trouvez que c'est pas si mal que ça? Ou bien au contraire, vous profitez de la présence de nombreuses huiles politiques ici autour de la scène pour dire que tout va mal et que ce serait bien que vous aide encore plus? Je dirais pas que tout va mal. Moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que il y a 5 ans, j'étais encore jeune compagnie en Picardie. Puis j'ai eu la chance de pouvoir créer un festival, puis de me retrouver à la tête d'un théâtre, la Comédie de Picardie à Amiens. Oui. Puis aujourd'hui de connaître les joies du théâtre privé, puisque Pierre Lescure m'a demandé de créer plusieurs spectacles au théâtre Marigny. J'en ai actuellement qui se jouent au théâtre Marigny. Ce qui me permet d'avoir un bon regard peut-être sur le paysage culturel français. Aujourd'hui, en fait, ce qui me peine le plus, c'est le manque d'ouverture de la culture aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez manque d'ouverture? Eh ben, c'est qu'en fait, la culture devrait être un milieu ouvert. On devrait être des gens d'une grande ouverture. Oui. Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on a des terrains gardés. Je vais parler que du théâtre, qui est mon domaine. Je ne vais pas parler du cinéma et de la musique. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette guerre entre le théâtre privé et le théâtre public, qui est vraiment une réelle guerre, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est passé du côté du privé, oh là là, on ne peut plus circuler dans le milieu du théâtre public. Ah oui. Et ça, à un moment donné, il serait quand même temps que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on en a marre de ça. Les étiquettes, oui. Voilà, une guerre avec les étiquettes. Des problèmes de réseau. C'est-à-dire qu'en fait, les centres dramatiques souvent s'échangent des spectacles. Et c'est très difficile de rentrer dans ces réseaux. Et quand on est jeune compagnie émergente, on a beaucoup de mal en fait à rentrer dans le réseau des centres dramatiques qui en fait pratiquent la loi de l'échange. C'est-à-dire que je crée tel spectacle à Toulouse, tiens je vais le vendre à Marseille et puis en échange je vais prendre le spectacle de Marseille. D'accord. Et du coup c'est vrai qu'à ce niveau-là il y a sans doute des choses à faire pour que les œuvres circulent et que les jeunes compagnies émergent. Et puis dernièrement, il y a aussi des problèmes liés aux nominations dans ces lieux-là. C'est-à-dire que très clairement, il y a un flou dans ces nominations. Il y a parfois des jurys qui sont constitués. Mais parce que les collectivités territoriales participent au choix par rapport au directeur de théâtre, ces jurys ne sont pas écoutés. Et puis il y a des nominations curieuses. Et je trouve qu'avant de pouvoir en fait mêler la culture et l'éducation, si on veut être éducatif, il faudrait d'abord peut-être qu'il y ait une justice au niveau de ces nominations et qu'il y ait peut-être un nouveau mode de nomination qui soit mis en place en France. Est-ce que quand vous parliez tout à l'heure d'ouverture, est-ce que c'est aussi vers le grand public, en clair éviter l'élitisme, le mot va revenir certainement dans ce débat-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que certains metteurs en scène, après avoir reçu quelques subventions, merci l'État, merci la région, merci le département, se font plaisir plus qu'ils ne font plaisir au public? Est-ce que l'ouverture, c'est pas ça aussi? C'est casser l'élitisme que l'on pourrait avoir, les égos, parce que vous venez de les citer en fait, sous-jacents, mais aussi peut-être des égos de metteurs en scène, c'est pour ça que je vous en parle. Est-ce que ça aussi, c'est pas un truc à casser? En fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'est être élitiste? On peut monter des œuvres complexes, et ça, ce n'est pas un problème. Par contre, la question, c'est comment est-ce qu'on fait rencontrer un public et ses œuvres complexes. Et je crois que dans la mission d'un metteur en scène, et d'un metteur en scène à la tête d'un théâtre, il y a de rencontrer le public et de permettre l'accès à la culture de ce public-là. Oui. C'est-à-dire, en effet, moi, ces dernières années, j'ai beaucoup ouvert mes répétitions. Je suis allé répéter dans les classes. J'ai déplacé mes comédiens dans les classes pour qu'ils assistent à des répétitions. J'ai ouvert mes répétitions au public. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait toujours du lien. Le problème n'est pas de monter des œuvres complexes. Le problème, c'est de fédérer un public autour de ces œuvres complexes. Et je crois que là, c'est une mission qui doit être donnée aux artistes à la tête des lieux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement la mission de créer, ils ont aussi cette mission de renouveler le public du théâtre et de faire en sorte que ce théâtre que ce public soit rajeuni et que le public du théâtre soit toujours un public vivant. Bien sûr. Voilà, il se fait partie de nos missions a priori. Jean-François Copé réagit. Je voudrais juste dire un petit mot par rapport à ce que vient de dire Ladislas Chola. Vraiment tout à fait personnel. Moi, je suis passionné de culture depuis toujours. Il n'y a pas de grande politique culturelle sans grande politique du spectacle vivant. Et il n'y a pas de lien entre la nation et la culture si le spectacle vivant n'est pas suffisamment présent. J'ai, à titre personnel, expérimenté comme maire à Meaux l'hyper-développement du spectacle vivant. C'est-à-dire dans les rues, dans les appartements, y compris dans les quartiers les plus difficiles, vous n'imaginez pas les transformations auxquelles on assiste. J'ai beaucoup soutenu l'action d'un prof de latin-grec qui, dans un lycée d'un quartier difficile de ma ville, a fait jouer des jeunes de sa classe
des pièces de théâtre en grec. Vous n'imaginez pas ce que l'on a réussi à faire. C'est extraordinaire. Et donc moi, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Il ne peut pas y avoir de grande politique culturelle dans les années qui viennent sans faire du spectacle vivant la pierre angulaire du lien culturel. Et ça, c'est en réalité, si on doit trouver des éléments de cohérence à tout ce que nous essayons de faire dans notre famille politique, on le trouve à travers cela. Adopi, c'est ça, malgré les imperfections. Christine le sait, c'est d'abord pour protéger les artistes. Tout ce que nous faisons, la réflexion sur la musique, sur le cinéma, sur le théâtre, c'est toujours cette même logique. Comment faire que nos artistes puissent créer et diffuser. Et c'est vrai qu'à côté de ça, la petite polémique traditionnelle depuis 50, 60 ou 70 ou 80 ans, en vérité beaucoup plus longtemps que cela, entre le théâtre public et le théâtre privé, est absolument hors de propos. On va continuer sur la diffusion avec vous, Iris Knobloch. Merci beaucoup d'être avec nous. Chez Warner, vous traitez tous les domaines culturels et notamment le cinéma. Un petit mot sur comment l'Internet et le numérique en fait, ont permis d'élargir l'accessibilité à la culture et notamment le cinéma. Quelle est la révolution que vous avez vécue, vous, dans votre groupe notamment, avec votre expertise bien particulière ? Pour nous, pour le cinéma, le numérique est une vraie opportunité. Et ce qui a vraiment changé avec l'arrivée du numérique, c'est que plus que jamais avant, le spectateur est au centre de tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, le consommateur a changé. Le consommateur veut consommer les films où il le veut, quand il le veut, sur n'importe quel support. L'industrie du cinéma cherche aujourd'hui encore la réponse juste et l'équilibre juste pour la chaîne de valeur et les droits d'auteur et les demandes de consommateurs. Pour ça, nous, on a besoin de tester et d'innover. Et là, ce qu'il faut faire en France, c'est peut-être assouplir un peu les réglementations qui nous permettent un peu plus d'innover et de tester, comme on en fait d'ailleurs avec nos partenaires comme Orange, oui. Commercialement, des offres qui sont attractives et légales. Qu'est-ce qui vous bloque particulièrement dans la réglementation française ? Par exemple, la fenêtre entre la salle et la VOD, qui est aujourd'hui réglementée à 4 mois. Oui. On n'a pas la flexibilité de donner accès aux consommateurs plus tôt, qui parfois laisse une fenêtre pour la piraterie exclusive, parce que le film ne reste pas plus que 2 mois en salle. Et ça m'amène à la piraterie, à Adopi. Je salue la France parce que vraiment, tout le monde vous regarde. C'est devenu un phare du monde pour la lutte contre la piraterie. Beaucoup d'autres pays ont suivi, l'Irlande, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, les États-Unis. Il faut maintenir ce dispositif. Il est efficace, il est pédagogique, il est extraordinaire et la licence globale, la copie privée sont très destructeurs et je salue les efforts qui étaient faits par M. Riester, Mme Alpanel. Bravo. Une réaction de Franck Riester. Ouais. Alors vous êtes secrétaire national en charge de la communication et vous êtes député maire de Coulommiers. Oui, merci. Juste un exemple concret là, pour les personnes qui sont dans la salle. La loi Adopi, elle a notamment permis de raccourcir la chronologie des médias. C'est les fameuses fenêtres. On est passé de 6 mois à 4 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir en DVD ou sur Internet les films 4 mois après leur sortie en salle plutôt que 6 mois. Alors le choix qu'on a fait, c'était d'à la fois équilibrer cette capacité à avoir un accès en DVD et sur Internet plus rapide après la sortie en salle, tout en préservant quand même un dispositif qui a fait la force du système français en termes de financement de la création cinématographique, c'est-à-dire la chronologie des médias, c'est-à-dire cette succession de fenêtres exclusives de diffusion des œuvres cinématographiques. Un petit mot sur la loi Adopi. Franck Riester, vous étiez au cœur de ce mouvement au sein de votre parti. Quelles sont les réponses apportées et pour élargir, quels sont les modes pérennes de rémunération des artistes qu'il faudrait trouver et qu'il faudra trouver à l'avenir pour justement renforcer la culture en France? Oui, bah écoutez, d'abord, ça fait un grand plaisir d'être à côté de Christine Albanel. On a passé 80 heures dans... 84 heures précisément dans l'hémicycle l'un à côté de l'autre pour défendre ce projet de loi. L'idée c'était de se dire il faut qu'on tire parti de ces formidables opportunités d'Internet. Oui. De plus en plus, peut-être un peu contrairement à ce qu'a montré le micro-trottoir, de plus en plus de nos compatriotes consomment des biens culturels sur Internet. Et ça va aller
en grandissant. Et donc on s'est dit, il faut absolument qu'on tire parti de ces nouvelles potentialités en faisant en sorte de créer des modèles économiques qui permettent de financer la création et de continuer d'avoir de nouveau des créations françaises dans notre pays, que ce soit au niveau audiovisuel, que ce soit au niveau cinématographique, que ce soit au niveau musical. Et pour cela, on s'est dit, il faut absolument que les acteurs culturels de l'Internet puissent créer des nouveaux modèles économiques tout en étant protégés dans un environnement juridique sécurisé de la concurrence déloyale que représentait le téléchargement illégal. Et la réponse exclusivement pénale, on l'avait vu dans le passé, ne suffisait pas et n'était pas suffisamment efficace. Et donc on a proposé une spécificité française qui est d'ailleurs très regardée à l'étranger, comme ça a été dit par ma voisine, c'est d'imaginer une réponse pédagogique, expliquer aux Français pourquoi il fallait qu'ils aillent sur des sites légaux plutôt que sur des sites illégaux pour financer la création. Et c'est ce qu'on a fait avec le système de réponse graduée, avec l'envoi d'avertissements, de recommandations. Aujourd'hui, la Hadopi est en fonction. Elle a envoyé déjà depuis un an 580 000 premiers mails d'avertissement à nos compatriotes qui allaient télécharger sur des sites illégaux. Et elle a surtout travaillé à la labellisation de sites légaux pour faire en sorte que, par exemple, cette jeune fille tout à l'heure qui est intervenue dans le micro-trottoir puisse, dans l'avenir, savoir exactement sur quel site elle va et être certain que le site sur lequel elle consomme des biens culturels soit bien des sites qui financent la création. Michel Herbillon, une réaction là-dessus et puis une question ensuite. Je veux dire un mot à la suite des propos d'Iris sur le cinéma, parce que rappelez quand même que nous avons voté à l'Assemblée nationale et au Sénat une loi très importante, je le rappelle, qui a été votée sans aucune opposition, ce qui est quand même rare pour les projets de loi culturels, pour faciliter l'équipement numérique des salles de cinéma. Oui. J'ai été le rapporteur de cette loi. J'ai été invité la semaine dernière à Lyon pour le congrès national des exploitants de salles de cinéma. Notre loi a été vraiment plébiscitée. Parce qu'en moins d'un an, par le dispositif qu'on a mis en place, en moins d'un an, 50% des écrans de cinéma sont aujourd'hui numériques et on a un exemple en Europe. Et on a maintenu, on a atteint les objectifs qu'on voulait, c'est-à-dire maintenir le maillage culturel de l'ensemble des salles de cinéma sur tout le territoire, d'une part, et protéger la diversité culturelle de la programmation pour qu'il n'y ait pas uniquement des blockbusters américains. Iris Knobloch, c'est pas suffisant ? Non, au contraire, je voulais juste dire que la France est le pays le plus avancé grâce à cette loi en termes de numérisation de salles dans tout le monde. Et bravo, encore une fois. Christine Albanel. Non, je voulais dire que, comme le disait Eric Neboche, c'est vrai qu'il y a des contraintes. Il y a chronologie des médias, Franck en parlait à l'instant. Alors il y a évidemment les intérêts des exploitants. Ce qui est vrai, c'est que les œuvres aujourd'hui ont des durées de vie assez courtes. Et ça, c'est une grande tendance. C'est-à-dire que les livres, les films ont des durées de vie effectivement assez courtes. Donc on peut se dire, faut-il en effet maintenir ces fenêtres ? En même temps, il y a vraiment un équilibre économique à trouver qui est vraiment complexe. Je pense également que le numérique est en train de bouleverser énormément les usages. Par exemple, on partait de l'idée que les jeunes, au fond, que les jeunes et la télévision, c'était une histoire qui se terminait en quelque sorte, et que les jeunes la regardaient plus tellement. Je pense que la télévision interactive, la télévision à travers laquelle on peut éventuellement commenter ce qu'on est en train de voir, dans les systèmes de réseaux sociaux, bien sûr, envoyer justement des programmes, des contenus à des proches, etc. Oui. C'est une nouvelle façon tout à fait autre de regarder la télévision. On est à une époque où beaucoup s'inventent aujourd'hui, et c'est très intéressant. Et je voudrais juste dire quand même que la loi sur l'audiovisuel public, en libérant les grandes chaînes publiques finalement de cette contrainte publicitaire, ça a permis bien sûr plus de culture, ça a permis des horaires différents et ça permet aussi des expérimentations différentes. Et on pourrait aujourd'hui, par exemple dans le domaine des séries, qui sont aujourd'hui un lieu où il y a beaucoup d'inventions possibles, oui. Je pense qu'on peut être très audacieux. Et ça, c'est aussi une conséquence possible de cette loi. On posera la question tout à l'heure à Arnaud Gatcha, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et qui est le patron des programmes culturels à France 2 et à France Télévisions. Michel Herbillon, je continue sur notre échange et notamment sur le financement. Quid du mécénat aujourd'hui ? Je viens de lire, pas plus tard qu'hier, un rapport, c'est l'Admical, qui a dû le sortir ces jours-ci, qui nous explique que ça se casse la figure côté mécénat culturel, qu'on se rapproche peut-être un peu plus du sport, du solidaire, du sociétal, de l'humanitaire, etc. Quid de cette étude ? Du point aujourd'hui et du mécénat pour le développer et favoriser la culture, encore une fois.
Bien, je connais cette étude de l'Amicale dont vous parlez. Il y a une relative baisse du mécénat culturel du fait de la situation économique qu'on a connue au cours des dernières années, Oui. et le développement d'autres types de mécénat social, éducatif, sportif, etc. Mais tout de même, je voudrais, puisque lorsqu'on parle du mécénat, on évoque en fait la question du financement de la culture et de trouver de nouveaux moyens de financement de la culture. Jean-François et Roselyne ont dit très justement tout à l'heure qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait des marges de manœuvre budgétaires énormes comme une candidate à l'élection présidentielle l'a indiqué de manière tout à fait improbable. Donc le mécénat est une chose tout à fait importante et je voudrais juste dire d'un mot sur ce point qu'on ne parle pas de base zéro et qu'il y a deux dispositifs, la loi sur les trésors nationaux d'une part et la loi qu'on appelle loi Ayagon de 2003 d'autre part, qui a sécurisé, notamment sur le plan fiscal, la possibilité du mécénat dans certaines conditions pour les entreprises et pour les particuliers. Donc on ne parle pas de rien et ces lois ont entraîné quand même le doublement du mécénat en quelques années. Mais je crois que maintenant, il faut aller plus loin. Et il faut notamment développer beaucoup plus le mécénat de proximité en direction des PME, des petites entreprises et des particuliers. Et comment faire alors justement? Parce que le Yaka Faucon, on sait tous le faire, mais on fait comment? On a des propositions très fortes sur ce plan-là. Je vais les évoquer en un instant. Ça m'arrange. Voilà, puisque on ne fait pas que des phrases. À la Convention culture de l'UMP, on a des propositions extrêmement importantes à faire. C'est-à-dire pour développer le mécénat des PME et porter le seuil de réduction de l'impôt sur les sociétés, qui est actuellement aujourd'hui plafonné à 0,5%, de le porter à 1%. Pour toutes les entreprises jusqu'à un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Parce qu'il est très important de développer le mécénat des PME. C'est ici que réside le gisement futur du mécénat. Bien sûr. On a d'autre part des propositions à faire pour développer le mécénat des particuliers. Christine évoquait très justement ce qui a été fait à Versailles pour mobiliser à la fois les entreprises mais les particuliers pour le financement des arbres qui avaient été détruits par la tempête, des statues du parc, des bancs de Versailles, etc. C'est un dispositif extrêmement intéressant. Il faut aller plus loin. Parce que le mécénat ne doit pas financer uniquement des grandes institutions prestigieuses et des grands projets, mais aussi des projets enracinés localement. Et sur ce plan-là, nous proposons que l'on étende le dispositif actuel des trésors nationaux, c'est-à-dire la déduction possible jusqu'à de 90%, dans son champ, pour que ça concerne pas simplement ce qu'on appelle les trésors nationaux, mais également des monuments nationaux enracinés sur le territoire local, et d'autre part que l'on puisse étendre cette possibilité, pas seulement aux entreprises, mais aussi aux particuliers. Parce qu'à ce moment-là, il y aura un intérêt des particuliers et des entreprises dans le milieu local, sur nos territoires, pour mécéner des projets d'intérêt collectif. Roselyne Bachelot. Je veux dire que sur le mécénat, il y a un véritable problème culturel, si je puis dire, dans notre pays. Je vais donner quelques chiffres et une anecdote. Un grand établissement culturel, à travers les chiffres que je vais donner, les spécialistes le reconnaîtront. 110 millions de subventions publiques de l'État, 70 millions de billetterie, 7 millions de mécénat et de produits divers. Ce sont des chiffres qui n'existent nulle part dans le monde pour un établissement équivalent. Oui. Et un jour, je devais me rendre voir un spectacle, c'est l'anecdote. Il se trouvait que ce spectacle était en partie financé par une grande entreprise française du CAC 40. Eh bien, j'ai reçu des conseils où on m'a dit « Oh là là, pour un ministre, aller à une représentation financée par une entreprise du CAC 40, c'est vraiment pas un truc à faire, il faut choisir une autre soirée. » Et je trouve que c'est très intéressant. Parce que si on trouve l'argent de nos entreprises sales, alors qu'elles se déploient pour finalement faire vivre la culture, on ne va pas pouvoir se sortir de cette spécificité française. Donc il y a un travail de conviction à faire et d'acculturation à faire dans notre société et dans les milieux culturels en particulier. Un petit mot à Ladislas ensuite, Christine Alabanel. Ladislas, en tant que metteur en scène, le mécénat, c'est une question que vous vous posez. Vous êtes peut-être parfois avec des compagnies sous forme d'associations, j'en sais rien.
j'entends ça et là les critiques de gens qui disent mais pourquoi est-ce qu'on n'aide pas ma petite association de théâtre ou mon association culturelle de quartier, et pourquoi est-ce qu'on met des millions dans des vieilles croûtes, dans des musées ou pour acheter des bancs dans le parc de Versailles. Est-ce que mon association vaut beaucoup moins qu'une vieille croûte ou qu'un banc dans le parc de Versailles? En fait, de toute façon, c'est une solution vers laquelle il va falloir se tourner parce que les moyens ne sont pas infinis. Comme Christine Labelle l'a noté, il y a de nombreuses compagnies en France. À un moment donné, créer du spectacle, ça coûte cher, ça a un coût. Bien sûr. Et aujourd'hui, les collectivités ont du mal à suivre. Et de toute façon, il faudra se tourner vers là. C'est que maintenant, il faut faire en sorte que ça soit de plus en plus facile. Mais il faudra se tourner vers là. Maintenant, c'est vrai que les entreprises vont avoir du Voilà, vous venez de vivre en direct la convention UMP sur la culture au cœur de la cohésion nationale, avec la présence notamment de Jean-François Copé et de Roselyne Bachelot. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h et on va parler de cette image et d'un homme. Vous le voyez, Jean-Pierre Bel, officiellement investi candidat par le Parti socialiste à la présidence du Sénat. Nous en évoquerons évidemment dans le journal de 19h. La présidence du Sénat qui se joue samedi 1er octobre. Vous pourrez la suivre en direct sur notre antenne. Prochain rendez-vous dans quelques secondes, c'est votre émission Preuve par 3, l'émission politique en partenariat avec l'agence France Presse. Invité Claude Guéant, présentation Michel Grossior, Perrine Tarnaud. À tout à l'heure.